Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale sur Visio TV. Deuxième journée de la visite du président Paul Biya à Douala. Le président est venu certainement magnifier les grands chantiers tels qu'annoncé. C'était l'un des éléments principaux de son programme électoral. Il a donc inauguré le pont, le deuxième pont, posé la pierre pour le deuxième pont sur le Vouri, c'était hier. Et à l'heure où nous parlons, le président de la République serait certainement dans la centrale, la nouvelle centrale gazière, du côté de Dorpassi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme. Jacques, bienvenue sur ce plateau également. Merci Albert. Pour présenter avec moi cette émission spéciale et je vais vous demander de présenter nos panélistes de ce matin. Merci Albert. Comme vous l'avez si bien dit dans vos propos liminaires, c'est cette inauguration ou la pose de la première pierre du pont sur le Vouri. Mais pour cette journée du vendredi 15 novembre qui nous intéresse, c'est cette inauguration du côté de Dorpassi pour la centrale à gaz naturel qui est une ressource qui va venir pallier à tout ce déficit énergétique dont le Cameroun souffre. Et pour discuter de ce problème, nous sommes en compagnie de nos invités, des invités spéciaux, vu la qualité de leur responsabilité. Je vais commencer par ma gauche, par Monsieur Honoré Abo. Monsieur Honoré Abo, qui est président de l'UMPC, Union pour un mouvement patriotique du Cameroun. Monsieur, bienvenue chez nous. Merci, c'est un honneur pour moi. Je dois noter que c'est la première fois que j'arrive dans votre studio. Je salue comme ça tous les Camerounais et tous les téléspectateurs de Visio TV, en particulier ceux qui nous suivent en ce moment, et à vous autres et aussi aux panélistes. Et merci, et une fois de plus, bienvenue. Je vais continuer avec un autre invité de marque, surtout très concerné par ce problème d'énergie. Il va nous parler de ces énergies et en plus de ces énergies renouvelables avec le photovoltaïque également. Il s'agit tout simplement de l'ingénieur en photovoltaïque, Monsieur Serge Kelby. Merci, bonjour. Bonjour à tous nos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être, n'est-ce pas, ici à Visio TV. Je crois que avoir le plateau, on est assez riche et l'entretien, ma foi, j'espère, sera assez enrichissant et constructif pour le développement de notre pays. Merci. Allez, le dernier invité, pas des moindres également, il s'agit de Monsieur Yimkwa Didier, qui est militant écologiste, notamment pour cet impact qu'aura cette exploitation de gaz sur les populations environnantes. Il va nous étayer longuement sur ces différents problèmes-là. Et c'est comme ça, nous allons, avant de poser le décor, passer à un élément très important relatif à la centrale de gaz du côté de Dorpassi qui a été tournée il y a quelques mois seulement en prévision à l'arrivée du chef de l'État. C'est Edmond Fautier qui signe cet extrait. Formé sur les dangers de ce puits, raison pour laquelle il s'amuse sur et autour de ce danger. Le projet d'exploitation du méthane en Dorpassi 2 était supposé résoudre le problème de chômage dans notre pays. Au début, ils nous avaient promis que quand ils vont mettre la structure en place, ils vont nous trouver du travail. Mais depuis qu'ils sont là, on n'a pas encore eu ce qu'on nous avait promis. Ils nous avaient dit que pour le travail qu'on fait, on effectue ici en bas, parce que vous-même vous voyez, c'est trop pénible. Que dès qu'ils devaient être là, on devait recruter les jeunes pour qu'ils aillent travailler au gaz. Mais depuis, on attend toujours. Il n'y a pas toujours de rendement. Et pour le quartier, ils nous avaient dit que dès que le gaz serait là, ils vont goudronner le quartier, ils vont améliorer la vie des populations au quartier. Et toujours, on attend les promesses, ça n'arrive pas. Franchement, ce projet de gaz, depuis que c'est venu au quartier, on a eu pas mal de choses. On a eu des jeunes qui sont sortis du chômage. La plupart des gens se sont trouvés du boulot là, mais après on nous a encore envoyé en congé. Finalement, les gars vivent la violence, la délinquance, ça ne va plus. Ça a essayé de marcher, mais maintenant ça ne marche même plus. On ne comprend même plus ce qu'il y a. Avec les bruits de gaz et tout, ça ne nous laisse pas indifférents. Et puis le feu et le gaz, on ne se sent pas bien, quoi. Dans ce quartier qui porte ce grand projet, il n'existe pas d'eau potable de la Camerounaise des eaux. Lors du terrassement de la zone pour implantation de l'usine, des engins lourds avaient détruit toutes les installations
de canalisation de l'eau de la Société nationale des eaux du Cameroun. Alors, ça c'était pour comprendre un peu l'ensemble de tout ce qu'il y a eu autour de l'implantation de cette usine que le président de la République inaugure ce matin. Il est d'ailleurs sur le chantier à ce moment. Et pour rentrer en direct sur la place de Dorkbassi, c'est ça le mot, on peut avoir en direct Edmond Fautier. Allô Edmond? Ah non, on n'aura pas Edmond Fautier tout de suite. On revient directement sur nos panélistes sur ce plateau. Monsieur Kelbé, j'allais vous demander, est-ce que vraiment on est dans un projet qui va permettre de booster, pour reprendre une expression consacrée au président de la République, il l'a dit au moins une fois hier, est-ce que ce projet est vraiment indiqué pour booster l'économie du Cameroun? Bien, avant de répondre à votre question, je vais essayer de m'attarder un peu sur les éléments du reportage de tout à l'heure. Il ne faut pas esquiver ou rester insensible à ce que nous avons vu. Mais ce que je voudrais dire, n'est-ce pas, il faut comprendre que tout développement en amont crée d'abord une destruction. Pour construire, il faut commencer à rembler, il faut détruire peut-être l'existant pour mieux faire. Je crois au savoir-faire britannique, parce que le rodéo, quand même, sans publicité ici, pour citer le nom quand même de l'entreprise que le chef de l'État est en train de visiter, est un savoir-faire britannique. Et c'est des gens qui sont assez pragmatiques dans leur concept. C'est pas trop la philosophie qu'on a souvent découvert à la française, que je ne qualifierais pas aussi de péjoratif. Tout à fait. Voilà. Donc il faut dire que je suis certainement sûr que le développement va suivre dans cette région. Et qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc ça arrive, c'est une entreprise qui a à peine 1 an. Et la logistique nécessaire, n'est-ce pas, à la distribution, au déploiement du petit matériel de distribution du gaz, parce que ça c'est pour le gaz domestique, c'est pas le gaz de production, comme les autres centrales à gaz de Kribi ou je sais pas ailleurs. C'est une production de gaz domestique, à partir de gaz naturel. Voilà. Donc, je suis certain que nos vies vont changer et que même au niveau du panier de la ménagère, on aura les retombées. C'est-à-dire, si vous achetez une bouteille de gaz aujourd'hui à 6 000 francs, il serait souhaitable que à 60-75% de production de cette usine, que nous voyons les prix, à 3 000. N'est-ce pas, la bouteille de gaz, 3 000, c'est peut-être exagéré, mais 5 000, 5 500 même. D'accord. Pour faire peut-être une parenthèse, si vous permettez, allez-y. On nous parle des projets structurants qui arrivent bientôt, et ma foi, c'était, n'est-ce pas, au début, dans l'agenda du protocole, les 2 usines de cimenterie. Aujourd'hui, faire une construction n'est pas évidente, avec un sac de sable, de ciment aussi à 5 000 francs. Si, n'est-ce pas, à l'issue de la construction de ces 2 usines, cimenterie, une qui nous vient du Nigeria et l'autre qui nous vient du Maroc, on peut avoir aussi des coûts de réduction du ciment à 3 800 francs, je crois que ça serait très bien. Évident. Et tout ça entre, n'est-ce pas, dans le carnaval des grandes ambitions, des grandes réalisations. C'est toute une succession. On est parti des ambitions pour les réalisations. Donc je crois qu'on commence à avoir les fruits. Justement, pour continuer avec vous, je voudrais justement savoir quel sera véritablement, dans combien de temps en termes de prévision, le ressenti. Quand est-ce qu'on pourra ressentir cette diminution du coût pour les ménagères? Parce qu'on est habitué à certaines prévisions au Cameroun qui perdurent, mais véritablement, quand est-ce qu'on pourra ressentir en termes d'années? Dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans? Nous sommes en direct, on me fait de grands signes là depuis la régie. Nous sommes en direct de la centrale. Edmond. Bonjour Bonamou Tadé. Bonjour Edmond, est-ce que tu peux nous donner la situation à ce moment même sur la place de la centrale gazière de Dorkbassi, Edmond, où le président de la République, Bonamou Tadé, selon les informations que vous nous avez données tout à l'heure, le président de la République serait déjà sur les lieux. Vous m'écoutez à Bonamou Tadé? On vous suit, Edmond, allez-y. Très bien, voilà, je suis sur le site même d'exploitation à gaz du Cameroun. On va le dire ainsi en français, donc c'est donc la toute première exploitation de production onshore de gaz naturel au Cameroun. Et en ce moment, je peux vous faire une petite description en tout cas
de la sœur qui se présente ici, c'est dire que tout a été, n'est-ce pas, préparé pour cet accueil du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et on va le dire, la cérémonie est en train d'aller très vite même d'ailleurs, très vite. On a assisté tout à l'heure, après son arrivée, tout le monde avait cru que Paul Biya devrait atterrir sur, n'est-ce pas, la plateforme qui avait été apprêtée pour l'hélico, mais que non, le président de la République n'est pas venu par hélico, il est bel et bien arrivé dans sa limousine sur le sol de Ndokpa Sidé, le quartier, en tout cas, le village qui accueille cette grosse cérémonie d'inauguration de cette usine à exploitation de gaz. Mais pour l'instant, comme je l'ai annoncé plus haut, la cérémonie a d'ores et déjà commencé et plusieurs articulations ont été battues en brèche, notamment le discours du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Tonin, alors premier magistrat de la ville économique. Mais ici, on a pu écouter attentivement le docteur Basile Atanakuna, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, ex-directeur général de la Kamwata, qui a parlé et présenté le projet qu'il accueille dans son premier mandat à la tête de ce ministère. Actuellement, c'est Madame Founi, François Founi, ritualiste de son État, qui a entamé l'hymne, en tout cas d'accueil de son Excellence Paul Biya. Dommage, l'endroit où je me trouve est assez éloigné du podium d'honneur, donc vous ne pouvez pas écouter François Founi, qui en tout cas a planté le décor pour accueillir le discours du chef de l'État, qui vient d'entamer, n'est-ce pas, la lecture actuellement. Donc je le disais tout à l'heure qu'après Fiston Tonnet, c'était le tour de Basile, et actuellement c'est la plus haute autorité du pays, son Excellence, qui tient le perchoir pour dire son discours. Est-ce que les nombreux Camerounais ont fait le déplacement? Ils vont d'ailleurs écouter tout à l'heure. Donc, et si l'ambiance est bon enfant, les élèves ont pris d'assaut le site et même les enseignants, les associatifs également sont de la place pour accueillir son Excellence. Il n'y a plus de place assise. Le quartier est, n'est pas encerclé par les forces de l'ordre de la garde présidentielle. Sur un rayon de près de 500 mètres, on peut apercevoir les chars qui se sont installés, bien entendu, accompagnés de la garde présidentielle, la gendarmerie nationale, de la CENIR, de la GP également sur le site. Mais précisons simplement, Albert et tes invités, que tout va pour le mieux ici. Actuellement, on est suspendu aux lèvres de son Excellence le chef de l'État, Paul Biya, qui essaye de retracer un peu le parcours historique de ce projet à gaz que vous connaissez très bien pour avoir visité dans un documentaire qu'on a produit durant 2 mois pour ce coup. Mais ce qu'on peut dire ici, contrairement à ce que les autres pensent, c'est que le problème d'indemnisation a été en tout cas résolu pour la plupart par le chef de terre, M. Ndjoya Zakariaou, qui a pesé de tout son poids pour que les soulèvements, en tout cas les éclats de voix, ne puissent pas s'entendre ici. Il n'y a pas de problème ce soir, il n'y a pas de problème. Ici, nous sommes aux côtés de son Excellence et le discours est en train de se dire de la façon la plus humoristique de son État. Le chef de l'État essaye en tout cas de colmater les brèches pour un bon rassemblement et que la paix et la stabilité règnent dans notre pays pour ce projet économique aussi important que ce que vous le pensez, qui est dans un village moins développé, parce que je peux vous dire que c'est à l'arrivée du chef de l'État qu'une légère couche de bitume a été mise sur la route et que la chaux a été appliquée sur quelques murs des maisons qui sont aux alentours. Donc voilà presque les retombées immédiates qu'on a pu voir en attendant bien entendu les autres sur le site. Albert. Merci Edmond, merci. On va revenir sur le chantier gazier de leur papa, ou Dorbassi pour le dire comme ça, où le président de la République, à vous entendre en train de prononcer son discours à ce moment, surtout Edmond, pour avoir quelques bribes de ce discours. Mais en attendant, mesdames et messieurs, on va tout faire, mais j'ose croire qu'avec la magie des ondes et aussi l'honneur que la présidence de la République a fait à Visio Télévision, il n'y aura pas de souci à se faire. La preuve, c'est que nous y sommes sur le site et à proximité. Le caméraman qui fait des mains et des pieds pour, n'est-ce pas, essayer de capturer quelques éléments sonores. Je pense qu'il reviendra certainement sur ces éléments sonores en images et en couleur. Edmond Potué, Andokpa Sidé pour Bona Moussadi. Je dois dire pour la
pour rentrer entièrement dans cet élément que vous êtes avec Apollinaire Fosso qui est en train de faire des mains et des pieds. Vous avez dit merci Edmond, merci en tout cas. On va revenir sur ce plateau. Monsieur Didier Yimkwa, est-ce que vous adhérez au discours, je dis ça comme ça, hein, de l'ingénieur Henri-Serge Kelbé? Est-ce que le gars, ce chantier vraiment fait bon ménage avec l'écologie que vous protégez? Écoutez, merci de m'avoir invité. Moi, j'ai cru que j'ai été peut-être piégé sur votre plateau. Moi, je vais rester dans le versant du développement durable. Vous savez, lorsqu'on a dans les écosystèmes forestiers ou bien végétaux, on parle beaucoup de développement durable. Ici, là, déjà, j'ai suivi le discours de monsieur le ministre des Mines. Il a beaucoup parlé de développement durable, mais ici, nous parlerons beaucoup plus de la responsabilité sociétale en entreprise. Voyez-vous, moi personnellement, en tant qu'homme politique, en tant que militant écologique, je suis le développement de Rodeo depuis. Il se pose un problème avec les populations environnantes. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Depuis déjà hier, il y a eu des manifestations. Que l'on me dise qu'aujourd'hui, le problème d'indemnisation a été résolu, cela me laisse un peu perplexe. Il n'y a pas de dos à boire. Et il faut voir, ceux qui pilotent ce projet, c'est des Américains, c'est des Anglais, et puis 5% des Camerounais. Soyez-en sûrs que chez eux, ils ne peuvent pas s'amuser avec les parties prenantes, avec les populations. Mais nos populations ne dorment pas, s'ils sont menacés chaque fois, lorsqu'elles veulent revendiquer ce qui leur revient de droit. Vous comprenez? Donc, il faut résoudre d'abord cet aspect sociétal-là, avant de voir quoi que ce soit. Mais revenons maintenant sur l'énergie en tant que telle. C'est du méthane, c'est du gaz naturel. Et on nous a dit que ça va durer 35 ans. Donc il faut déjà comprendre que c'est une énergie non renouvelable. Donc à un moment donné, ça va finir. Il faut déjà penser à l'étape, qu'est-ce qui va se passer lorsque ce gaz aura fini avec tout ce qu'il y a comme machination. Et je vais vous dire quelque chose. La deuxième étude d'impact d'extension, parce que ce gaz va aller jusqu'à Bonabéry, a été refusée. Moi, j'étais invité par cette entreprise à la mairie de Douala 3e, a été refusé parce que l'entreprise, le promoteur de cette entreprise a escamoté les procédures officielles. Donc, vous savez, pour une étude d'impact environnemental, il y a dans le chapitre des consultations publiques, il y a le mémo descriptif qui doit être distribué à toutes les parties prenantes 30 jours avant, ce qui n'a pas été fait. Parce qu'on nous dit que voilà, c'est du méthane, c'est du gaz propre, mais il n'y a pas que cette activité là-bas. Il y a toute la machinerie. Vous voyez, quand on fouille le sol, il y a des émissions de poussière, il faut en tenir compte. Toutes ces machineries, lorsque les engins circulent, il peut y avoir déversement d'hydrocarbures avec épandage au sol. Il faut prendre tout cela en compte. Et l'autre deuxième impact, qu'on ne parle pas beaucoup. Moi, je suis responsable HSE dans une entreprise qui auparavant utilisait de l'huile régénérée. Aujourd'hui, est passée en mode méthane. Mais cette filière-là, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est des hydrocarbures, tout ce qui est récupéré dans les navires qui accostent au port, tout ce qui est récupéré dans les kérobas, dans les stations-service. On ne parle pas de ça. Moi, j'ai interpellé le directeur des normes l'autre jour à Yaoundé. Moi, je leur ai dit que maintenant, vous vantez le gaz, mais vous oubliez qu'il y a toute une filière qui vit grâce à cette activité de recyclage. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous savez que le Cameroun a par exemple ratifié la convention de Marpol sur la pollution en milieu marin. Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette filière? La question. Donc, je voudrais justement revenir sur cette interrogation-là qui concerne la santé des populations. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est mis sur pied véritablement pour prévenir les cancers, parce qu'on sait que ce type d'exploitation aussi fait l'objet des populations, expose les populations à de nombreuses maladies telles les cancers. Est-ce qu'il y a un suivi permanent? Oui. Qui non, à ce niveau-là, moi je connais très bien le HSE de Rodeo, de cette entreprise, je le connais très bien. Mais pour les mesures de sécurité, il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est les anglo-saxons les consignes de sécurité, tout ce qu'il y a comme mesures, plan d'urgence, tout est bon là-bas. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de problème. Les gens travaillent là-bas avec... Mais le problème, c'est pour les populations environnantes. Hygiène, sécurité, environnement. Oui. Voilà. Hygiène, sécurité, environnement, c'est pour les populations environnantes. Il faut déjà penser à les indemniser pour les faire partir. C'est vrai que pendant longtemps, même quand j'étais à Yaoundé, cette zone-là était qualifiée de zone danger 1, danger 2. Mais il faut savoir que c'est l'État qui a le devoir
de recaser ces populations. Mais quand vous laissez les populations s'installer sur les zones en danger, il faudrait prendre en compte le moment où il faudra les recaser ailleurs. Et c'est ça le véritable problème avec Rodeo. Mais j'interpelle les cadres ou bien les responsables de cette entreprise de bien réfléchir pour la question, comme je l'ai dit, sociétale. Parce que ailleurs chez eux, ils auraient sur leur dos tous les acteurs non gouvernementaux. Parce que vous savez très bien qu'en France ou en Angleterre, Greenpeace ne s'amuse pas lorsqu'il s'agit de la protection des populations. Mais pour le plan économique, comme l'a si bien expliqué monsieur l'ingénieur, c'est quelque chose de formidable. Le méthane est propre, ça ne salit pas comme les hydrocarbures. Et puis il y a surtout que le prix reste standard. Parce qu'avec les hydrocarbures, pendant la période pluvieuse, les prix fluctuent en fonction du prix du pétrole. Très bien, très bien. Honoré à bord, est-ce qu'on doit applaudir des deux mains cette descente et puis cette série d'inauguration du président de la République? On a commencé par le deuxième pont et nous voilà à Dorpassi et les grands chantiers sont en marche, on dirait. Et merci pour la question. Je ne vais plus revenir sur ce qu'a dit déjà mes deux amis, mais je dois quand même noter que, en voyant les choses du côté, dans l'aspect positiviste, il y a quand même un plus. C'est-à-dire que tout ce qui entre, tout investissement, n'est-ce pas, aboutit toujours à quelque chose de bien plus loin. Tout à fait. Comme le frère, l'ingénieur a dit, en amont, il y a toujours des descriptions. Parce qu'il faut pouvoir installer un site, il faut pouvoir l'organiser. Je vois encore, moi, un aspect qui est intéressant à ce type de projet, c'est le côté chômage qui sera réduit. Parce que, quand même, notons que les Camerounais souffrent assez du manque d'emploi. C'est vrai que d'un côté aussi, le côté environnemental me gêne quand on sait que les populations souffrent. Et j'aimerais bien, comme a dit le frère, que la gestion de la sécurité de cette entreprise prenne vraiment en compte les populations environnantes. Et que ce soit du sérieux, que ça ne reste pas uniquement dans les paroles, comme on est habitué, n'est-ce pas, dans notre pays. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, dès qu'on lâche, n'est-ce pas, on va oublier la population. Et j'ai dit tout à l'heure, l'émission de Edmond disait tout à l'heure, quand il parlait son... L'extrait de tout à l'heure. Il disait, on passe quelques couches de bitume. Il ne faudrait toujours pas qu'on attende l'arrivée du chef de l'État pour pouvoir organiser nos populations. Ces gens ont des problèmes d'accès. On ne peut pas sortir de chez soi pour aller faire un travail en toute quiétude. Ce n'est pas quand le chef de l'État est même content qu'il soit arrivé là-bas en voiture, peut-être qu'il va certainement se bloquer dans une boue quelque part, et que de ce fait, on va trouver le moyen d'arranger. Et si, comme a dit le frère, lui qui est un spécialiste du domaine, si plus loin, ce gaz qui va servir à nos épouses sera vraiment revu à la baisse en termes de coût, n'est-ce pas, le panier d'aménageur recevra, n'est-ce pas, un coût positif. En tout cas, mon problème ici est situé au niveau où tout ce qui entre, du moment où c'est dans le bon côté des choses, ça rapporte toujours de l'emploi. Et quand on a un emploi, on nourrit 8 personnes, moi je pense que voilà comment il voit les choses. Président, je voudrais justement vous relancer à ce niveau sociétal, le plan de gestion environnementale et sociétale. Et vous, en tant qu'homme de parti politique, quelles sont les mesures que vous avez prises pour que le droit du travail pour ces employés-là soit respecté? Parce qu'on sait que du côté de Lompanga, il y a beaucoup de plaintes qui viennent que les Camerounais ne rentrent pas véritablement dans ces travaux-là qui devaient leur permettre de reflouer un peu leur portefeuille. Vous savez, mon cher frère, le juridique au Cameroun a toujours été bafoué. Et le juridique, vous savez, moi-même je suis un juriste. Et je sais que quand tu parles de droit, quelque part déjà, tu deviens ennemi de celui qui t'entend. Parce qu'il ne voudrait pas entendre parler de droit. Et tu parles de l'aspect de la négligence du personnel. C'est monnaie courante dans notre pays. Je disais il y a quelques jours, je causais avec un responsable de la CNP, je disais, mais pourquoi est-ce que vous n'enquêtez pas dans toutes les entreprises, celles qui ne sont pas enregistrées chez vous, avec le personnel chez vous? Parce qu'il y a sur ce côté social. On oublie carrément l'aspect social. L'aspect juridique est oublié parce que nous sommes dans un monde capitaliste. C'est l'argent qu'on veut, peu importe que tu sois en sécurité ou pas. Quand on parle de gaz, il n'y a pas que le gaz, il y a beaucoup de structures à la zone industrielle de Bassa, il y a beaucoup de structures qui font dans la fonderie. On ne passe pas une journée sans entendre que quelqu'un a perdu son bras là-bas ou qu'il est même mort.
Parce que les murs sécurité, c'est la théorie qu'on a envie de faire là. Ça, c'est la théorie, mais j'aimerais qu'on passe à la pratique. Parce que d'un point de vue juridique, le personnel, je ne suis pas sûr qu'il sera vraiment pris en compte, comme le frère Henri V, parce que là, il émet une inquiétude. Hein, évidemment, juridiquement, il faudrait aussi que l'État, comme interpelle le grand frère, se mêle aussi à cette affaire et contrôle l'évolution juridique des employés camerounais qui seront au service de ces entreprises. Et qu'est-ce que vous faites précisément? Parce qu'ici, vous répondez en la casquette d'homme politique, de président de parti politique. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les mesures que vous avez entreprises pour justement tirer cette sonnette d'alarme constante au niveau des autorités politiques, pour que les citoyens de basse échelle puissent rentrer dans leurs droits, notamment avoir de quoi vivre? Mon frère, nous sommes au Cameroun. Le frère vous dit même que la personne peut aussi être posée à mon ami d'en face. Bon, okay, je vais l'appuyer en disant que tout part du contrat. Vous comprenez? Le cahier de charge. Le cahier de charge. Tout part de là. Généralement, c'est les fonctionnaires camerounais qui ficellent ce contrat. Ils ne prennent pas surtout en compte l'aspect sociétal. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, c'est des multinationales. Le retour d'investissement rentre chez eux. Hein. Ça ne reste pas ici. Mais malheureusement, dans le contrat, ils ne prennent pas en compte cet aspect sociétal-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quel que soit le projet de développement que vous voulez réaliser, il y a l'aspect sociétal. Et ce n'est pas un problème singulier au Cameroun. Moi, je suivais l'autre jour une émission sur le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est l'enfant chéri de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Mais malheureusement, on parle déjà d'un taux de croissance à 2 chiffres. Malheureusement, les populations rwandaises ne ressentent pas cela. Pourquoi? Parce que c'est des multinationales. Le retour d'investissement, c'est chez eux. Mais on a un taux de croissance appauvrissant, comme aimait à le dire le professeur Herbé, Bécolo Herbé. Donc le problème se situe au niveau de cela. C'est des Camerounais, c'est des fonctionnaires. Vous savez comment tout se passe là-bas, qui ficellent le contrat, ils ne prennent pas en compte l'aspect sécurité, et c'est pour cela que nos frères souffrent. Il faut déjà qu'il y a un autre aspect qu'il faut relever. On nous avait dit que tous ces projets structurants-là devaient mettre en perspective l'aspect IMO, la haute intensité de la main-d'œuvre locale. C'est-à-dire pour faire bénéficier à tous ceux qui n'ont même pas été à l'école, qui ne sont pas ingénieurs, soit qui ont une formation littéraire, qui ne font rien. Mais malheureusement, lorsque vous allez sur le terrain, vous voyez beaucoup plus l'aspect IMO, la haute intensité, la machinerie, l'équipement. D'accord, très bien. Je vais revenir avec Serge Henri Kelbé, l'ingénieur qui nous apporte son éclairage sur ce plateau. Henri Kelbé, qu'est-ce que le Camerounais lambda est en droit d'attente de cette centrale gazière que Paul Biya inaugure aujourd'hui même? Je dirais tout simplement que de telles œuvres ne peuvent qu'apporter le développement. Et qui dit développement parle de création d'emplois, création de richesses. Ce qui est sûr, je suis certain que dans les cahiers de charges qui ont été élaborés par les représentants de l'administration au ministère des Mines, et bien aussi en collaboration avec le ministère de l'Énergie, il y a une bonne partie qui demande d'employer la main-d'œuvre locale. Je prendrai par exemple le cas du pont hier. Le deuxième pont sur le Vouri sera construit par un large groupement d'au moins 6 à 7 entreprises. Vous avez les Français, vous avez les Tunisiens, vous avez le savoir-faire camerounais, ainsi de suite. Mais il va quand même créer 500 emplois. Direct. Le ciment ne viendra pas du Japon, de Chine ou de France. Il va créer des emplois indirects. Le béton armé qu'on va utiliser ne viendra pas. Non, ça passera par un appel d'offres interne qui sera attribué à un fournisseur local ou à des fournisseurs locaux. Donc, il y a des emplois directs, 500 qui ont été cités, et il y aura des emplois indirects. Ces emplois vont permettre à ceux qui travaillent d'améliorer leur quotidien, de pouvoir acheter des médicaments, envoyer leurs enfants à l'école, il y a les fêtes de décembre qui arrivent. Donc, moi, mon regard n'est pas un regard figé sur les 44 mois qu'on a donné au projet. J'essaye d'avoir un regard sur l'ancien pont à 50 ans. Donc, ce pont qui s'avère plus robuste, qui aura un flux beaucoup plus large, qu'est-ce qu'il va créer comme retombée? Donc, j'essaye de voir cet acte
que le chef de l'État est venu parrainer par la pose de la première pierre sur des générations. Oui, Donc, non, forcément, il y aura un développement. Je vous ramène tout de même sur la centrale gazière qu'on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre? La Qu'est-ce qu'on a en centrale droit à gaz, d'attendre? La Il y a une centrale à gaz, population qui est elle a détruite. entre 30 et 40 ans, mais on parle de 35-36 ans. Donc, elle va créer des emplois. Le monsieur a dit tout à l'heure qu'il connaît des Camerounais dans l'entreprise. Le responsable hygiène, sécurité et environnement est un frangin. Et il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent. Et je vous assure, ils ont de très bons salaires. Pour une si jeune entreprise, elle met en compétition les salaires que vous aurez sur les multinationales qui existent déjà. Je voudrais pour vous relancer, parler de ce problème. On l'a connu. On l'a connu justement quand on voulait des soudeurs professionnels du côté de du côté de crédit. Et est-ce que aujourd'hui ce problème est résorbé ou tout simplement ça va continuer et la grande manne financière en termes d'emploi va profiter aux expatriés? Non, mais tenez-vous tranquille. Je crois que toute entreprise a un organigramme. Et dans l'organigramme, vous ne pouvez pas avoir un DG d'office qui ne peut pas être camerounais. C'est des fonds étrangers. Mais vous avez dans l'organigramme, c'est-à-dire la chaîne directe, des directeurs de département qui sont camerounais. À votre décharge, le DGA de Rodeo est un Camerounais. Bien sûr, on va vous arrêter un peu parce que la régie nous annonce, nous signale d'ailleurs que Edmond Fautué est une fois de plus en ligne. Peut-être que le président de la République a fini son discours et qu'il voudrait nous donner quelques buts de ce discours. Allô Edmond? Oui, Edmond Fautué. Vous m'écoutez 5 sur 5? On te reçoit 5 sur 5, Edmond. Voilà, simplement, c'est pour dire que la cérémonie qui a commencé il y a moins de 25 minutes, qui est déjà presque à sa fin, parce que le chef de l'État, accompagné des personnalités de l'État, se sont rendus sur le site même pour la coupure du ruban symbolique et l'explication de tout ce qui se passe sur le site de l'unité d'exploitation de gaz par un maître et un expert des services pétroliers, voilà, des services pétroliers qui va essayer d'expliquer au chef de l'État ce qui est fait exactement pour cette unité de production du gaz de Ndokpassi. Donc, la cérémonie qui va se poursuivre tout à l'heure avec un bref vent d'honneur que le chef de l'État, en tout cas, et la suite, c'est-à-dire Chantal Biya, qui est toujours à sa suite, le ministre Basil Atanakuna et puis les plus hautes autorités de la République, accompagnés des autorités de la capitale économique Douala, et vont se rendre donc dans cette unité apprêtée pour ce vent d'honneur. Et c'est ça, presque la fin ici même, en Ndokpassi 2 pour la suite. Donc, rien de grave ici jusqu'à ce moment même, pas de problème, et tout se déroule conformément à la préparation qui était prévue à cet effet. C'était juste l'ajout et l'addition que je voulais apporter, Albert. Edmond? Oui? Qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du président de la République? Quelques phrases short, il en a l'habitude. La première phrase qu'on peut retenir, c'est « Je déclare ouverte l'unité de traitement et de production du gaz de Ndokpassi dans l'arrondissement de Douala 3e ». Voilà la toute première phrase. Et la seconde phrase, n'est-ce pas, qu'on peut retenir, c'est que c'est un projet qui viendra à coup sûr réduire le taux de pollution de l'atmosphère de ce qui est des industries à Douala. C'était la deuxième chose qu'il fallait retenir. Et la troisième, absolument, c'est un projet assez important qui viendra augmenter, booster l'économie de notre pays en termes de productivité, n'est-ce pas? Et vous pouvez bien comprendre que dans les jours à venir, Paul Biya qui tient à cœur à la réalisation de ces projets, se voudrait très bien de féliciter, n'est-ce pas, cette collectivité d'entreprise pour la réalisation de ce projet. En tout cas, il a précisé dans son discours qu'il tenait absolument à féliciter ces structures et parce que c'est un projet qui entre effectivement, Albert, vous n'allez pas me dire le contraire, dans les grandes réalisations. On attend peut-être le crépuscule du prochain septennat, c'est-à-dire après 2018, pour les grandes inaugurations. Est-ce que Edmond, l'ambassadeur de France, comme il a fait hier sur le pont du Vouri, était encore aux côtés du président de la République? Aujourd'hui, on a vu presque un collège d'ambassadeurs en passant par ceux. Vous savez que le remboursement de la dette du Cameroun au pays extérieur, en tout cas cette dette a été transformée pour ces grandes réalisations. Toujours est-il que ces ambassadeurs-là sont venus pour constater effectivement que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est en train de mettre, en tout cas à profit et à bénéfice
cette dette, parce que c'est une dette qui était impliquée pour la réalisation de projets structurants, des projets qui concernent et qui touchent effectivement et rapidement les Camerounais dans les profondeurs. Donc, c'est-à-dire que c'est plutôt un collectif, hein, j'allais dire un collège d'ambassadeurs qui a fait le déplacement. On peut constater que l'ambassadeur de France est effectivement là, parce que c'est avec cet ambassadeur que l'État, l'autorité, c'est-à-dire Paul Biya, ira couper le ruban symbolique. Il y avait également l'ambassadeur nouvellement arrivé au Cameroun, d'Israël, qui est également de ce côté, l'ambassadeur des États-Unis également, qui est arrivé sur le site, parce que vous savez, Rodeo Development, qui est une structure presque anglaise, a voulu bien que l'ambassadeur au Cameroun soit représenté pour que le projet puisse également être signé par la plus haute autorité de l'État des États-Unis. Donc, vous comprenez, Albert, que ce n'était pas seulement aujourd'hui pour le cas de la France d'hier, c'est également pour les autres pays qui étaient représentés sur le coup. On va simplement préciser pour dire que, outre ces ambassadeurs et ces autorités, les chefs, les canton Bakoko de l'arrondissement de Douala 3e ont remis encore ce cadeau prestigieux au chef de l'État. Hier, c'était une chaise, une marque, de réception pour dire que tu es chez toi, tu peux t'installer. Aujourd'hui, c'était une pirogue pour dire, ok, nous sommes sur la côte du Vaury. Si chaque fois tu vas aller effectuer une partie de pêche avec Chantal Biya, il n'y a pas de souci. Voilà une pirogue. Donc, c'est une pirogue symbolique qui a été offerte aujourd'hui au chef de l'État Paul Biya. Albert. Allez, merci. Edmond Fortuné. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir des impressions des riverains qui sont là, qui sont venus accueillir le chef de l'État camerounais? Albert, j'ai pas bien saisi la question de ton invité. C'est Jacques qui co-présente cette émission avec moi, cette émission spéciale, qui demande si on peut avoir les impressions de quelques riverains qui, forcément, sont nombreux à suivre cette cérémonie. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est prévu à cet effet. J'ai pu m'offrir les services d'un réalisateur ici sur le terrain. Et il est en train de faire un excellent boulot. Donc tout à l'heure, avant de revenir, je vais prendre quelques impressions, surtout des riverains, puisque nous sommes en train de pouvoir rassembler ces riverains et avoir les impressions. Soyez rassurés, vous aurez ces impressions-là. Très bien, Edmond. On se reprend dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Edmond. Vous aviez une question justement pour la qualité de la main-d'œuvre professionnel, pour la manne financière également qui va être revue de ce côté-là. Est-ce que ça profite spécialement aux étrangers ou est-ce qu'aujourd'hui le problème de qualité de main-d'œuvre est résorbé et on peut profiter aussi de ces grosses mannes? Non, pas vraiment, ça il faut le dire. Jusqu'aujourd'hui, la technologie est évoluant. On commence à avoir des domaines de plus en plus pointus. Je crois qu'il y a une quinzaine ou minimum une dizaine d'années, on a eu des gros problèmes au Cameroun avec la réalisation du pipeline Tchad-Cameroun. On était obligé d'aller chercher des gens parfois au Venezuela, en Indonésie, pour, n'est-ce pas, colmater les brèches. Ici, dans ce cas-ci, je pense que le Cameroun a eu, en 10 années quand même, d'ouvrir des brèches dans un type de spécialisation. Ce qui fait que c'est une usine, quand même, une entreprise qui est constituée dans sa très grande majorité par une main-d'œuvre locale et même si elle est expatriée, elle reste une main-d'œuvre africaine. L'entreprise aussi, dans son business plan, essaye de réduire des coûts pour ne pas forcément prendre une bonne masse, n'est-ce pas, d'employés de la diaspora. Mais là, ça me rappelle aussi à une époque, à une entreprise de la place qui est allée faire du lobbying en France, aux États-Unis et au Canada, pour chercher dans des universités des Camerounais qualifiés pour les ramener au Cameroun pour l'exécution d'une tâche précise. Si je suis aujourd'hui au Cameroun, malheureusement le projet n'a peut-être pas prospéré, c'est parce que j'ai été approché par ces cabinets-là qui existent et qui vont, n'est-ce pas, en Europe, en Amérique du Nord, chercher dans les universités les Camerounais qui ont un profil spécifique pour une tâche bien définie. Parce que bientôt, nous allons entrer dans l'industrialisation des mines. Et le Cameroun a signé certaines conventions internationales qui créent une passerelle pour le démarrage des grands travaux miniers. Et donc, les entreprises qui vont postuler, n'est-ce pas, pour avoir des concessions et des contrats,
savent que dans nos cahiers de charges, on leur demande d'utiliser la main-d'œuvre locale. Et donc en prospection, en prospective, il faudrait déjà voir quels sont les Camerounais qui sont outillés pour occuper un certain nombre de postes. Nous avons eu ce problème à l'époque dans les années 75 quand on ouvrait certainement notre Sonara Chéri. On avait très peu d'ingénieurs qui rentraient de Paris ou de certains pays pour avoir des postes de directeur technique, directeur d'exploitation. Une autre question justement pour revenir à ce problème. Vous aviez parlé d'une entreprise que vous n'aviez pas citée, mais nous avons compris. Monsieur Yimkwa, militant écologiste, je voudrais tout simplement savoir, est-ce que la négociation de ces contrats-là, parce qu'à la fin de ce contrat avec cette entreprise que nous sommes bien obligés de citer sur ce plateau, AES-Sonel, on s'est rendu compte que des choses étaient mal négociées et que l'État camerounais n'avait pas gagné au change. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes problèmes qui vont revenir avec cette entreprise d'exploitation du côté de Torpassi? Non, ce n'est pas la même chose. Hein. Lorsque vous parlez de la Sonel, c'était plein une concession. Ici, moi, je pense que les négociations ont été bien menées, vous comprenez. C'est vrai qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte parce qu'il y a les Américains là-dedans, il y a les Anglais, les Britanniques, ensuite les Camerounais par la SNH qui est à 5%. Je vais d'abord dire que le DGA de Rodeo est un Camerounais. C'est un Camerounais. Le chef de département SSE est un Camerounais. Ce qui n'est pas forcément une garantie. Et puis, ce qui n'est pas... Nombreux sont les Camerounais qui sont dans les géoles aujourd'hui. Formés dans une très grande école de sécurité, je crois, aux États-Unis. Il faut dire que le plus grand risque actuellement sur le site, c'est le risque d'explosion suivi d'incendie. Ça, c'est le plus grand risque qu'il y a à Dorpassi. Parce qu'il y a des cuivres pleins de gaz. Et ensuite, il y a les gazoducs qui traversent toute la ville. Donc, s'il y a une excavation, il peut y avoir risque de fuite. Mais c'est tellement bien fait que, parce que moi j'ai vu, c'est des matériaux traversés par les isolants et puis par des fils électroniques qui peuvent être détectés à chaque moment. C'est très bien fait. Bon, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, concernant la formation, j'ai retenu quelque chose de très très important dans le discours du directeur de projet, la construction du deuxième pont. Il a dit ceci, qu'ils ont signé un contrat avec l'école polytechnique pour la formation des ingénieurs. Moi, je crois que ça, c'est un impact social majeur de ce projet. Et qu'il y a une dynamique aujourd'hui entre le GICAM et les universités pour pouvoir former des gars pour des emplois spécifiques pointus. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'il y a toute une dynamique. On peut rester serein. Monsieur Arbo, vous voulez rebondir? Oui, restons positifs, mais comme nos deux amis journalistes vous ont emboîté lorsque vous parlez de DGA de Rodeo, que je connais parfaitement, qui est un Camerounais, le directeur des Camerounais. Ce n'est pourtant pas la garantie. Nous, on a vu des entreprises où les gens étaient même complètement camerounais. Et pourtant, nos frères camerounais souffraient de ce côté-là. Vous savez, mon inquiétude au niveau de ces structures qu'on met en place, ce n'est pas leur fonctionnement. Je suis même très content parce que ça va réduire le chômage, comme je disais tantôt. Mais mon inquiétude est le politique. C'est le politique qui m'inquiète. Sans vouloir citer une organisation politique que nous connaissons dans le pays, une fois qu'ils vont s'en mêler, le respect de ce cahier des charges dont fait toute la région, il n'aura plus de veille. On va plus veiller sur ce respect du cahier des charges. Non, il faudrait dire qu'il y a la Banque mondiale, il y a la Banque mondiale qui entourent, et puis là, le cahier de charges est respecté. Donc ce n'est pas... Et le Cameroun n'a pas beaucoup à impacter là-dedans. Le Cameroun a 5%. Tout à fait. Il faut faire attention. Le Cameroun a 5%. On est juste au conseil d'administration pour voir comment les choses fonctionnent. Mais comme quelqu'un disait, laissons un peu le temps faire son temps. Pour embrayer peut-être dans vos inquiétudes, je pense que c'est une bonne chose de constater que la plupart des grands directeurs généraux des entreprises multinationales aujourd'hui au Cameroun commencent à être des nationaux. À part peut-être dans les télécoms où on a encore un peu la tête dure, on fait venir tout le temps des gens dans les télécoms, mais au moins la société camerounaise des télécoms, elle a un directeur général camerounais. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, leurs droits sont respectés, mais ce n'est pas le politique qui fait d'abord respecter le droit. Vous avez parlé tout à l'heure du juridique.
C'est-à-dire, dans toute entreprise, il y a des responsables du personnel. Et un responsable personnel veut dire d'office qu'il suit quand même les intérêts de ses collaborateurs. Ce n'est pas dans la chose syndicale forcément qu'on va défendre des droits des travailleurs. C'est d'abord dans le contrat que vous signez. Quand vous êtes allé à l'école et qu'on vous dit que bon, vous allez travailler 8 heures de travail et qu'en 8 heures de travail par jour, vous allez avoir tel nombre de congés par mois, par an, et que votre salaire correspond à ceci. Si ce n'est pas fait, c'est dans ce cas. Mais si vous estimez que vous avez augmenté le chiffre d'affaires de l'entreprise et qu'en retour, il faut qu'on passe à une augmentation de salaire, ce n'est pas à ce niveau-là que ça va se discuter. Donc moi, je pense que les droits des employés, donc vous voulez faire allusion, qui concernent peut-être votre inquiétude, je me dis, on ne peut pas se dire d'emblée que cette société, elle est mal partie, elle va ressembler aux autres. Non, j'ai pas dit ça. Management est typiquement différent. J'en ai discuté avec quelques jeunes frères qui travaillent par chance, qui étaient mes anciens collaborateurs et qui se sont retrouvés à Odeo, qui me disent vraiment, boss, là-bas, là, c'est ceci. Je leur dis non, mais ça me rappelle l'Amérique du Nord, où j'ai été, et c'est ça. C'est ça. L'une des raisons annoncées, la raison la plus annoncée d'ailleurs de cette deuxième visite, en tout cas la visite officielle du président Paul Biya à Douala, l'inauguration, ou plutôt la pose de la première pierre sur le deuxième pont sur l'Ouvry, autant le dire comme ça. Un pont qui sera long de quelques 800 mètres. Un pont qui sera monté avec 2 tabliers, nous a-t-on annoncé, 5 voies routières, 2 ferroviaires. Un pont qui va prendre sensiblement 25 000 remblais et quelques 20 tonnes de ciment. C'est pour décrire le pont. Nous revenons sur une journée du président de la République sur le pont du Vouri, une journée de pose de la première pierre. C'est dans cet élément que nous propose la rédaction de Visio TV. 14 novembre 2013, une date historique. Le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est, une fois de plus, rendu sur le sol de la capitale économique Douala. Comme un slogan qui lui est cher, « Me voici donc à Douala ». Paul Biya, le chef de l'État, est arrivé par l'aéroport international de la ville économique dans un Boeing apprêté pour la circonstance. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le numéro 1 de la région Joseph Betty Assomon, suivi du préfet Paul Nassiri Beya et le premier magistrat de la ville, le docteur Friston Ntoné. À la suite des plus hautes autorités, la remise du bouquet symbolique par une jeune fille de 6 ans et un jeune garçon même âge. Le chef de l'État et son épouse, Chantal Biya, ont marché sur le tapis rouge au fur et à mesure vers la salle d'accueil de l'aéroport. Le chef de l'État a serré la main des corps constitués et des autorités de la ville. Ensuite, la salutation s'est acheminée vers les ministres de l'État et les sénateurs venus de la Libé. Tout d'abord par Laurent Esso, ministre d'État, et digne fils Sawa, et René Emmanuel Sadi, Mbapes, à la queue de cette salutation, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Ici, le temps n'a pas arrêté son envol. Rien n'a été suspendu. C'est au rond-point, dans le canton d'Eido, que le chef de l'État a décidé de descendre dans son véhicule. À la tête d'un peloton, il a marché sur le boulevard qui mène sur l'ancien pont du Vouri.
À proximité de l'esplanade apprêtée pour la circonstance, le chef de l'État a été accueilli par un colonel de troupes. Ritualiste de son État, la revue s'est effectuée jusqu'au point de la cérémonie. Il faut dire que la météo a également participé à cette célébration de la pose de la première pierre sur le pont du Vouri. L'histoire retiendra que ce 14 novembre 2013, le chef de l'État, dans son septennat qui mène en 2018, un pont naîtra. Ça va venir améliorer les conditions d'exercice des activités économiques ici. Ça va fluidifier la traversée du Vouri, ça va sécuriser la traversée du Vouri. Voilà les effets les plus directs que nous voyons. Mais en somme, ça va unifier le Cameroun, comme le chef de l'État l'a dit, sans qu'on ait à craindre une rupture de traversée un jour. Le pont sur le Vouri va permettre qu'on aille du littoral au nord sans interruption. Voilà. Chacun peut trouver de son point de vue des avantages pour cet ouvrage. Un pont digne de ce nom, un pont qui restera marqué dans les esprits des uns et des autres. Serge-Henri Kelbé, regardons ce pont avant l'inauguration. Il y a ces tentes qui sont montées là. Les Camerounais qui y passent ont l'impression que le climatiseur tourne en plein régime. Et cela 24 heures sur 24. L'inauguration est son jour à lui-même. La circulation est bloquée sur un pont sur lequel on annonce 50 voitures, 50 000 voitures tous les jours et pratiquement 1 milliard pour l'économie camerounaise. Est-ce que partir de cette façon, Serge-Henri, ce délai n'est pas parti pour être doublé simplement avec cette façon de gérer? Écoutez, vous parlez là peut-être en mots voilés de l'impact économique peut-être néfaste que crée l'arrivée du chef de l'État à Douala. C'est-à-dire on bloque un pont qui devait générer du transport et de l'argent. Les personnes n'arrivent pas à vaquer normalement à leurs occupations. Mais tenez-vous tranquille. Pendant que le chef de l'État est en train de faire avancer le pays dans la mise en place, n'est-ce pas, ou dans la continuité des grandes réalisations qui nous amènent vers la réalisation du DSCE, le document stratégique pour la croissance et l'emploi, des gens sont à l'extrême, non, pour kidnapper, n'est-ce pas, des personnes de bonne foi qui viennent nous aider à nous développer, à soigner nos compatriotes. Vous êtes sans ignorer qu'on a kidnappé un Français. Un autre Français. Et vous comprenez donc que nous parlons là de sécurité. Et vous parlez là d'un monsieur qui vient d'organiser, n'est-ce pas, une conférence sur la sécurité et la paix dans le Golfe. Et lorsqu'on coupe une route où on met des mesures de sécurité pour, n'est-ce pas, préserver la vie d'un chef de l'État, il y a un prix à payer. Mais, ma foi, je voudrais aussi dire que si on avait plutôt pensé faire un deuxième pont sur le Vouri qui débouche au rond-point de la Maïture, de ce côté, on aurait eu moins de paralysie dans la ville. Et je pense que moi, de jeune âge, que j'ai vécu à Douala dans les années 87 jusqu'en 95, quand je partais du Cameroun, le rêve, et on nous le disait, qu'il y aura un pont qui va déboucher sur le rond-point de la Maïture. Et qui devait être fait. Justement, pour vous relancer sur la question, est-ce que ce n'est pas une manière appropriée à vous de remettre en cause cette expertise-là qui a été faite avant le lancement de ce pont? En fait, ce n'est pas une remise en cause. Je pense tout simplement que j'essaie plutôt de me poser la question, est-ce que l'endroit était le bon? Tout compte fait, il nous fallait un deuxième pont. Le Mali a ses ponts. La Côte d'Ivoire a ses ponts. Je crois 3 à Abidjan. Il y en a 3 au Mali, à Bamako. Vous en avez aussi 2 ou 3 pour presque le même fleuve. Vous comprenez que si ce pont ou la réalisation, n'est-ce pas, la pose de la première pierre de ce pont a eu lieu aujourd'hui, c'est que ça entre dans un calendrier où il y avait une prospective. On va commencer par des ambitions grandes. Et maintenant, il faut mettre des ambitions en marche qui deviennent des réalisations. Ok. Didier Yimkwa,
Revenons encore dans l'historique de l'attribution. Là. Il y a cette attribution à deux vitesses. Là. Il y a le ministre qui décide de donner le marché, qui demande que l'étude soit refaite une seconde fois. Il y a tout ça qui ont fait douter plus d'un Camerounais. Mais à la fin, est-ce que 128 milliards pour un pont, c'est pas cher payé quand même? Excusez-moi, hein, je ne suis pas un ingénieur du génie civil et je ne voudrais pas rentrer dans ces débats-là qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, je vais rester dans le versant écologique et environnemental. Une fois de plus, ce projet-là a exclu les populations. J'ai discuté hier sur un autre plateau, j'expliquais qu'un tel grand projet est assujetti à l'étude d'impact environnemental et social. Et au chapitre 3, lorsque vous voyez le canevas, la technostructure du rapport, il y a ce qu'on appelle les consultations publiques. C'est des réunions publiques pendant lesquelles on prend en compte les avis de toutes les parties prenantes. Les études foraines. Voilà. Ça devait être une fête dans ce projet-là, parce que le pont est un objet de partage, de commun. C'est vrai que ça va relier le Cameroun avec les deux rives, mais c'est d'abord le pont du département du Vouri. Donc toutes les 6 mairies d'arrondissement là, on devait organiser les consultations publiques. Et ça devait faire une fête. Beaucoup de populations savent que le président Biya va venir poser la première pierre juste parce qu'on leur a demandé de fermer les boutiques, hein, ou bien on a barré la route. Jusqu'à ce qu'on nous fasse découvrir la maquette, les gens n'étaient pas capables de vous donner la couleur du pont. C'est quelque chose de pas bien. Moi, je pense que le délégué de la communauté humaine, qui est un homme du peuple, doit se racheter. Et il faudrait que les populations s'arriment ou bien s'approprient ce projet-là. Je vais vous citer un cas. Aujourd'hui, en Érythrée, le gouvernement est en train de construire un barrage sur le Nil. Mais le gouvernement a demandé aux populations de cotiser. Tout le monde doit cotiser. Parce que c'est quelque chose qui doit fédérer les esprits, qui doit fédérer toutes les forces vives de la nation. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que la construction, la réalisation de ce pont-là, c'est dans ce sens-là qu'on devait l'amener. Ne pas exclure toutes les populations. En tout cas, une autre fois encore, moi je veux dire que la responsabilité sociétale n'a pas été prise en compte. Et ce sont des éléments qui vont être pris en compte pour ces responsables politiques qui nous suivent. J'espère. Notamment le Cameroun avance et on ne saurait le tirer vers l'arrière un peu plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vais tout simplement revenir sur un pan très très important, notamment ce côté où certaines populations, il faut le dire, vous avez cité le délégué du gouvernement, ont tendance à croire que c'est un pont qui appartient à une communauté. Donc il n'y a pas eu une véritable école pour que les populations s'en approprient. Vous comprenez? Et moi, la question que je vais poser à M. Kelbé, qui s'y connaît très bien puisqu'il a assisté hier, est-ce qu'il avait le sentiment à cette tribune officielle où il était, ou à ces rendez-vous du chef de l'État, que c'était la communion du peuple camerounais, ou c'était la communion d'un plan par rapport à des objectifs que eux seuls maîtrisent les tenants et les aboutissants? Écoutez, ce que j'ai vu toutes les populations de la région du littoral. Je crois qu'en ce qui concerne le Vouri, tous les maires et leurs adjoints étaient présents. En tant que maire, en tant qu'individu? Non, ils sont arrivés en tant que maire avec leurs écharpes. Représentants? Les députés étaient là, les sénateurs étaient là. Le président de la République ne peut pas faire une cérémonie de 45 minutes, 1 heure, avec tous les 2 865 000 habitants de Douala. Nous avons mandaté les gens qui sont les élus du peuple et qui sont venus parler en notre nom et dire au chef de l'État que mes populations de Nkonjok, Yabassi sont là. Me voici, je parle à leur nom. Moi, j'ai vu même des gens venus de Ndikinmeki. Il y avait une sous-section représentant Ndikinmeki, le maire lui-même était là. J'ai vu une banderole de Manoka, qui fait quand même Douala 6e. Bon, Manoka était là, Douala 4e, 1er, tout le monde était là. Mais ce n'est pas parce que tous les maires étaient là que j'ai été satisfait. J'ai essayé de regarder dans la salle où on a eu à partager le banquet, le petit cocktail avec le chef de l'État. La coloration nationale. Voilà. Les élus du peuple du Grand Sawa
pour dire la région du littoral était présente. Et maintenant, vous avez d'autres personnes qui accompagnent la délégation du chef de l'État qui sont venues de Yaoundé. Je vous dis, par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme le ministre Bapès, qui vient de Dom, il dépend de la Sanaga maritime, dans la région du littoral, ils sont là. C'était un fait élitiste. Non, Moi, pas très élitiste. C'est pas populaire. Nous ne faisons pas partie de l'élite. Vous aurez peut-être voulu en Non, moi j'ai dit vous aurez voulu peut-être moi j'ai dit ceci. qu'on partage du riz, du Non, pas ça. populations. Non, pas ça. Vous savez, il y a quelque chose de pertinent dans les études d'impact. Lorsque moi j'ai rencontré des hommes d'affaires, des industriels qui sont du côté de l'autre rive, qui se plaignent qu'on n'a pas pris en compte leurs avis. Parce que le problème du pont, le deuxième pont là, pour le moment, va résoudre un problème de fluidité au niveau du pont. Mais l'affranchissement il y a un effet entonnoir, mais c'est pour ça que je vous ai dit risque de créer un autre problème. Et c'est pour cela que j'ai dit et c'est pour ça que je ne sais pas si vous m'avez suivi. Imaginez la distance. On devait faire un périphérique qui longe là où il y a le dépôt de SCDP pour entrer dans le pont, longer derrière le collège Alfred Sacker, longer ici Bonamouan qui arrive ici, c'est-à-dire c'est la même route. Et il y a un projet de contournement qui va même passer sur Bonangang et qui va ressortir vers l'Ogbessou. On l'a bien suivi. Donc, il fallait faire ce prolongement pour arriver au deuxième pont et le prendre à partir du rond-point Maïtu pour le lancer du côté Bonangang. Et là, moi, certainement, il y a eu des études où les techniciens ont leur raison, que nous ne maîtrisons pas, qui ont demandé de faire un deuxième pont parallèle au premier. Je pense tout simplement que ça n'a que élargi le tablier, parce qu'il y aura 2 tabliers maintenant. Ça n'a qu'élargi le tablier de la passerelle du pont, mais le fait de partir du rond-point Bessengue ou de partir de la nouvelle ou de l'ancienne route à Bonabéry va créer un effet entonnoir, un goulot. Je le dis là maintenant en tant qu'un ingénieur, un spécialiste quand même. Non, mais ça c'est vu, pas besoin d'être ingénieur pour voir cet aspect. Ouais. Non, là ça m'inquiète. Oui, en tant que tout le monde en est inquiété. Pas besoin d'être ingénieur pour voir cet aspect. Évidemment, il y a cet aspect entonnoir qui pose un problème. Vous avez bien expliqué la situation et j'ai beaucoup apprécié vos démarches techniques. Mais il va falloir aussi trouver un moyen, n'est-ce pas, pour ouvrir du côté de Bonabéry, pour que c'est l'entonnoir. Je crois pour recadrer. Pour vous relancer justement et pour recadrer un tout petit peu le débat, j'ai eu écoute à la CRTV ce matin, la chaîne nationale, que ces différentes voies seront ouvertes et que c'était justement pour venir. Ils étaient conscients, les représentants qui parlaient au nom des spécialistes pour la construction de ce pont, qu'il y a des voies qui vont être construites jusqu'à Bekoko, pour ouvrir jusqu'à Bekoko, justement pour résoudre ce problème de entonnoir dont vous parlez. Je suis d'accord avec toi parce que moi-même j'ai eu la même information et je suis très sûr. Mais moi je voulais revenir plutôt à la question qu'a posée le frère tout à l'heure au début, quand il a sauté pour aller nous envoyer directement à l'extrême nord. Moi j'aime pas ce genre de saut là. Lorsqu'on pose une question, répondons à la question de ne dévions pas. La question c'était au coût. Est-ce que ce coût coûte son prix? Non, même pas ça. Non, ça c'est la question que vous avez posée à lui, à celui qui a dit qu'il n'est pas ingénieur. Vous avez parlé à M. Kelber, vous avez parlé du rond-point qui avait été bloqué. Tout à fait. Oui. Et ce qui a créé vraiment un problème économique. Sérieux. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Et le frère Yimko a dit que certaines populations étaient au courant que le chef d'État était à Douala parce qu'il y a eu ce dispositif de sécurité qui était assez costaud. Moi, j'ai même cru que c'était l'ONU qu'on a créé à Douala parce qu'il y avait un dispositif suffisamment inquiétant. On a même peur quelquefois de marcher. C'était par là que les personnes ont su même que le chef d'État était à Douala. Et puis, ce dispositif immobilier où vous avez eu la chance de prendre un champagne au chef d'État, qui a été construit juste au bord de la route. Voilà des choses qui ont fait que l'on sache. Mais néanmoins, vous remarquez que son arrivée a plutôt créé un problème économique. C'est-à-dire que le rond-point d'Eido, là, c'est assez important à Douala. Donc, c'est une ville économique. Quand vous bloquez un rond-point comme celui-là, par exemple, moi j'étais là, je suis venu en taxi, on m'a laissé au niveau de, je sais pas, 3 boutiques, vous savez, 3 boutiques. Il a fallu que je traîne mes pieds pour arriver jusqu'au bout. Parce que je suis rentré une fois chez moi. Les gens ne pouvaient pas continuer. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un discours populiste. Jusqu'à quel niveau vous estimez la sécurité du chef de l'État? Jusqu'à quel niveau? Écoutez, moi, je vais satisfaire mon ami Kelber. Je vais satisfaire mon ami Kelber. Je ne suis pas contre qu'il y ait une sécurité autour du chef de l'État. C'est le chef de l'État. Il doit être traité dans ce statut-là. Mais
Nous sommes au Cameroun. Vous êtes Camerounais comme moi, sauf si vous dites que vous êtes un peu américain. Vous êtes Camerounais. Il n'y a pas besoin, si vous êtes un temps que vous êtes dans le littoral, pas besoin de quitter Idéa pour Douala et que vous avez besoin absolument et qu'il y ait une sécurité effrayante qui effraie vos voisins. Ça fait peur à la limite. Un président doit arriver quelque part où on est fier de le voir. S'il vous plaît, je voudrais justement vous relancer sur la question. Vous voyez autour de nous, parce qu'on parle quand même de la sécurité présidentielle, vous voyez autour de nous, le Cameroun était un exemple, il a si bien dit tout à l'heure qu'on vient de terminer chez nous le Conseil de la sécurité du Golfe de Guinée. Et ce n'est pas au hasard, c'est à dessein parce que chez nous, il y a quand même la paix. Le deuxième aspect que je voudrais relever... Non, il n'y a pas de paix. Écoutez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le deuxième aspect que je voudrais relever, c'est que c'est six fois que le président vient dans le littoral, en 31 ans de règne, 31 ans de règne, 6 fois. Et si ce type de défense de manière pour 2 visites officielles, est-ce que cela ne peut pas compenser le fait qu'il ne soit pas là tout le temps? Est-ce que ce n'est pas ce souci également de dépenses pléthoriques qu'il veut limiter en venant moins chez nous, mais en restant de tout cœur avec la région du littoral? Non, on n'a pas besoin. Et puis, quand vous dites 6 fois, 2 fois officiellement... En 31 ans. 2 fois officiellement, c'est en tant que chef de l'État. Oui. Et les 4 fois, c'est en tant que président du RDPC. Mais vous avez parlé comme le Camerounais qui est vraiment au Cameroun. C'est-à-dire celui qui vit au Cameroun et qui comprend très bien cela. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé à l'adresse de banc 6 fois. Il peut un jour passer dire bonjour à Imkwa, de manière plus discrète. Hein? Et Imkwa qui est très habitué dans les couloirs de ces endroits, il peut facilement venir dire bonjour en toute discrétion. C'est une venue. Mais je dis, on n'a pas besoin de partir d'une chambre de sa maison pour une autre et avoir besoin de tout ce dispositif. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Qu'est-ce que vous proposez? C'est la question que je demandais. Oui, vous estimez la sécurité du chef d'État jusqu'à quel niveau? Le chef d'État est à Douala avec des hélicoptères de l'armée, de l'air. Vous savez qu'en 2011, il était au Cameroun, il était à Douala. Il ne faut pas aussi ignorer qu'il est venu avec des ambassadeurs. Exactement, il y a toute une sécurité. Ah donc c'est l'ONU, en fait c'est l'ONU qui était présent. C'est une forme d'ONU. Parce que c'est... dans ce cas, si le dispositif sécuritaire était dû au fait que c'était l'ONU qui était présent à cette pose de la première pierre, et bien je suis d'accord, ça méritait l'ONU. Mais le dispositif de sécurité ne méritait pas un individu qui est dans sa maison, qui va d'une chambre à une autre. Mais si c'est pour cet individu uniquement, le coût était bien élevé en même temps qu'il était élevé au niveau du dispositif de sécurité. Il a aussi causé un déficit au niveau de l'économie même de la ville. Non, écoutez. Parce que pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on fasse de façon constante, des Camerounais qui ont besoin de manger de façon constante. De façon constante, M. Kelbé. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas que les boutiques qu'on a fermées, mais le vieux pont, jusqu'ici, soutient un trafic de sensiblement 50 000 voitures chaque jour et rentre quelques 1 milliard. Ça, c'est des estimations. Par jour à l'économie camerounaise. Vous trouvez, est-ce que vous essayez de nous dire que rien ne sera de trop pour la sécurité du chef de l'État? Non, c'est ce milliard qu'on perd. Et ces travaux perdus ne sont pas importants. Ce que je vais vous dire, ou ma réponse, lorsqu'il s'agit d'un geste aussi beau, aussi, comment dirais-je, prometteur que celui-là que le chef de l'État vient poser. Merci, M. Kelbé. Vous voyez les dépenses, vous voyez les pertes. Est-ce que vous savez combien d'argent on a eu à perdre ici pendant les époques de désordre ou pendant les émeutes de la faim? Vous ne pouvez pas imaginer. On perdait 6 milliards par jour ou 9 milliards. Est-ce que là, on était en période de conflit. Ici, comme a dit mon frère, on a un peu de paix, même si on n'est pas en paix. On n'a jamais eu de conflit réellement. Non, écoutez. Moi, je trouve vos propos un peu très excédents, un peu trop durs. On n'a jamais eu de conflit. C'est un homme politique. Je comprends, M. Abou. Je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons eu à perdre, peut-être pendant l'époque des villes mortes aujourd'hui, ou pendant les émeutes de problèmes, n'ont pas déstabilisé le Cameroun. On s'est remis et on a eu des budgets de 2 000, 3 000 milliards. Le Cameroun fonctionne. Donc, les 5-6 heures de temps que le pont a été paralysé, peut-être pour que le chef d'État pose un acte fort, riche de symboles, aujourd'hui, ont peut-être émaillé notre économie ou nos retombées financières. Mais le geste qu'il pose, commencer dès demain à comptabiliser aussi l'argent que va produire ce pont.
qui est notre argent. Le chef de l'État se déplace avec notre argent. Écoutez, ne faites pas, et nous lui avons donné mandat d'être vivant et d'avoir cette sécurité. Ne faites pas comme si je ne suis pas content de ce que le pont va nous rapporter plus loin. Mais vous vous plaignez du fait qu'on a barré des routes, on a fermé des bouchées. Je dis, est-ce que c'était nécessaire? Oui, mais si ça rentre dans le Et cadre si de vous la ne répondez sécurité... pas oui, eh bien, je m'arrête parce que c'est vous qui connaissez mieux ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est normal. Proche du chef de l'État. Non, je ne suis pas proche du chef de l'État. Si vous dites que... J'ai eu peut-être le privilège en tant qu'opérateur économique. Si vous prouvez que les 50 000 passants qui pouvaient passer ce jour et qui pouvaient occasionner 1 milliard en rentrée dans notre pays n'était pas suffisamment important pour la sécurité du chef d'État. Je vous comprends parce que vous êtes un spécialiste du domaine. Et vous connaissez mieux comment il fallait qu'il soit sécurisé. Moi, je ne suis pas son ennemi et je ne suis pas contre le fait que le pont nous soit. Je suis moi-même un opérateur. Je voudrais vous relancer. Monsieur Labo, je voudrais vous le relancer tout simplement parce qu'au début de cette émission, vous avez dit que vous étiez du même avis pour le fait qu'on ne peut pas construire sans détruire. Casser les œufs. Donc, est-ce que cela... J'ai même failli, c'est pas moi qui l'ai dit, et j'ai même failli reprendre plutôt le... Non, écoutez, vous ne suivez peut-être pas très bien. J'ai dit, je ne suis pas contre le fait qu'on ait dépensé 10 milliards de francs pour la sécurité chez l'État. Je dois poser la question à M. l'expert. Ça, c'est une estimation. J'ai dit même 20 milliards. Écoutez, c'est un exemple. Je prends un exemple. Allez-y. Il dit à titre d'exemple. Plateau de télé. Allez-y, non, à titre d'exemple. C'est un exemple. Non, et c'est propos langage. J'ai pas peur. Et c'est propos langage. Et le président ne permet aucun péché. On est en train de bavarder. C'est un débat idéologique. C'est un débat. Supposons qu'il ait dépensé 20 milliards de francs pour sa sécurité. Je n'en suis pas contre. Maintenant, qu'on me justifie, qu'on me dise que c'était nécessaire, ça me suffit. Ce que je voulais savoir, est-ce que c'était nécessaire qu'on en arrive à de telles mesures de sécurité, privant ainsi les Camerounais qui pouvaient nourrir leurs enfants ce jour, à travers, par exemple, ce qu'ils pouvaient gagner? Est-ce que ce sacrifice-là était-il nécessaire pour la sécurité? Vous vous souvenez de l'épisode d'EcoBank? C'était sur le pont de Voury qu'on a fait un braquage. Très bien. Oui, mais c'était sur le même pont qu'on a montré qu'il y avait des failles au niveau de la sécurité. Je suis bien content, monsieur Kelbert. Je suis content pour ce pont. Je vous dis même que je suis très heureux pour ce projet. Parce que je vis régulièrement, je vais régulièrement en mission à l'ouest. Et au nord-ouest et au sud-ouest. Donc je connais le problème qu'on a entre Ndobo et le rond-point. On fait le même temps que Ndobo Bafoussam. Président, donc, je suis content que ce pont vienne aujourd'hui. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est lui qui l'a dit. Et je voulais même qu'il me dise aussi cela. Oui. On serait tué depuis longtemps. Il aurait dû me dire, pas de omelettes sans casser les œufs. Il y a longtemps, je me serais tué. Très bien, très bien. Si c'était nécessaire qu'on casse les œufs pour faire les omelettes, c'est des réponses un peu trop brutales. Très bien, très bien. Ah bon? C'est ce qu'ils ont dit et lui, il a soutenu ça. Là, on de gauche. le valeur. Très bien, très bien. La vedette de cette journée d'inauguration, justement, était le pont. Une vedette d'une cérémonie qui a rassemblé du beau monde. Du beau monde, c'est des ambassadeurs, mais aussi le Camerounais lambda qui s'y est retrouvé. Pas seulement pour regarder le président de la République, mais peut-être pour saluer ce nouveau venu. Le pont, lui, il a été présenté à la fois par le ministre Amba Salah des Travaux publics, mais aussi par le président de la République. Une présentation bien récupérée par la rédaction de Visio TV. C'est dans ce reportage que je vous propose de regarder. Financé à hauteur de 120 milliards de francs CFA, le second pont sur le Voury, dont la première pierre est posée ce jour, 14 novembre 2013 à Douala, par le président de la République, son Excellence Paul Biya, est une véritable aubaine pour tous les Camerounais. Long de 800 mètres, cet ouvrage sera doté de 5 voies routières et de 2 voies ferroviaires sur une emprise de 25 mètres. Nécessitant 20 000 mètres cubes de béton et 200 000 mètres cubes de terrassement, ce pont est financé en partie par l'Agence française de développement à travers la C2D, entendez contrat de désendettement et de développement. Durée des travaux, 44 mois. Le chef de l'État, lors de son discours, a, outre la construction du pont, annoncé d'autres chantiers, notamment la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, la route Douala-Monfé, le relais de 2 sections sur la route Douala-Kousséri, l'achèvement du tronçon Menganga-Ngaoundéré, le réseau routier moderne reliant les ports en eau profonde, Limbé-Douala et Kribi. Tous ces travaux rentrent dans la politique de grandes réalisations du président Paul Biya qui conduiront l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Je voudrais tout simplement revenir sur ce bel ouvrage que nous a signé Angèle Loka. Et pour dire ceci,
les hommes, si les hommes ne sont pas assez conscients de l'impact ou de la portée que ce pont a pour le Cameroun, il ne se bâtira pas malgré la volonté du chef de l'État de l'impulser. Est-ce que des mécanismes sont mis en place? Ma question va à l'endroit de M. Kelbé. Est-ce que les mécanismes sont mis en place pour que les rapports soient effectués et le pont livré dans les 44 mois? Parce qu'on l'a constaté dans les délais. Parce qu'on l'a constaté avec d'autres travaux que le ministre revenait sur la question parce que d'autres organismes disaient ou bien relevaient qu'il n'y avait pas d'avancée sur le terrain. Avant, le ministre des Travaux publics revenait booster. Est-ce que c'est les mêmes situations qu'on va revivre ou quelles sont les garanties que les travaux vont être exécutés dans les délais? Pour ma part, honnêtement, je ne peux donner aucune garantie parce que je ne fais pas partie du projet. Mais j'ose croire, comme le chef de l'État l'a dit, n'est-ce pas, que faisons confiance aux ministres des Travaux publics et aux ingénieurs. Là, je cite le chef de l'État hier. Pourquoi est-ce que je souscris aussi à cette façon de voir? C'est parce que le melting pot, le casting des entreprises qui ont été sélectionnées, sans publicité, parce que je ne vais pas citer leur nom, mais il y a quand même Sogeta Satom, il y a une entreprise tunisienne que je connais et puis et tout. Non, allez-y pour les noms. Il faut éclairer les Je pense que ce casting est quand même solide. Il est solide. Et sauf Kwak, où vous avez vu aux Philippines, on a eu un Tsoumani qui a fait tout recommencer et puis et tout. Vraiment, sauf Kwak de la nature, le timing, je pense, va y respecter. Et le président de la République va y veiller personnellement? Je souhaite, n'est-ce pas, par la grâce du Tout-Puissant, que d'ici 4 ans, qu'il soit avec nous et qu'il vienne l'inaugurer. Bien entendu, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. 4 années, moi-même qui vous parle, je n'ai aucune certitude que je mais c'est mon souhait. Nous sommes nés sur ce pont. On grandit, on fait des enfants, on vieillit sur ce pont qui a plus de 50 ans. Et vous imaginez le nombre de générations qui n'ont que vécu sur ce premier pont. Donc c'est un joyau que tout le monde souhaiterait voir. Le deuxième pont sur le Vouri, et vu son architecture qui est vraiment magnifique. Ce n'est pas notre Golden Bridge, mais vraiment c'est un très beau pont que tout le monde souhaiterait voir dans 44 mois qui équivalent, je crois, 3 ans et demi ou 4 ans. Monsieur Kelbé, la description que nous avons nous dit plus ou moins que c'est dans les standards des ponts modernes. Sinon, ça va s'installer dans l'un des meilleurs ponts dans la sous-région. Mais je vous repose la même question. Est-ce que ce pont coûte vraiment son prix quand on a la description qu'on vient de suivre? Mais je pense que M. Yim a répondu de manière très claire à cette question. Il ne faut pas nous ramener sur des questions. Poser des questions. Je pense que ce n'est pas les invités qui vont orienter les journalistes dans leur système de questions. Et c'est que vous n'êtes pas à votre place. 100 milliards. Laissez qu'ils posent leurs questions et répondez. Si vous ne pouvez pas répondre, vous laissez leur question. Cependant, je soutiens quand même sa façon de voir les choses par rapport je ne peux pas dire que c'est trop. Par rapport à l'appréciation. Il y a eu un cahier de charge, on a lancé un appel d'offres et je crois que les soumissionnaires ont vu ce que le cahier de charge demandait. Et il est tout à fait normal, moi-même en tant qu'opérateur économique, que dans ce que vous demandez, que je mette une marge. Bon, mais vous savez que les marchés au Cameroun ont leur dessous. Non, mais je pense ce qui fait que ces 128 milliards, on ne peut ne pas aussi se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas exagéré ou c'est le bon prix. Bon, mais toujours est-il que nous voulons l'œuvre. Nous voulons l'œuvre. Oui, à quel prix? Bon. Je vais dire à quel prix. Attends un peu, je te dis, moi je suis d'accord avec cette façon de voir les choses parce qu'on ne peut pas parler d'argent ici. C'est-à-dire que lorsque nous voulons quelque chose, quelquefois il faut même fermer les yeux sur l'argent. L'argent est fait pour être dépensé. Si c'est vrai que ça peut être mal dépensé, mais du moment où on a le produit voulu tel qu'on le veut, peu importe la dépense, n'est-ce pas, c'est un pas, c'est une avancée vers le développement et une fluidité. Ce pont va nous aider à beaucoup de choses. Mais je ne peux pas cependant oublier quand même de marquer l'aspect de l'argent. 120 milliards, si on avait invité ici par exemple un ingénieur des travaux publics
je pense que ce sont des experts qu'on a choisis pour cette œuvre-là. Et quand le monsieur, le directeur Claveau a dit 44 mois, je pense, pour ma part, qu'en tant que spécialiste, hein, je reste dans le côté non professionnel, dans le spécialiste, je pense qu'il a étudié toutes les stratégies avec les entreprises qui vont sous-traiter et la main-d'œuvre directe, comme a dit Kelber, c'est tellement que quand il a dit 44 mois, c'est une prévision. Mais comme a dit aussi Kelber, il peut avoir les problèmes naturels, c'est-à-dire que ce problème peut s'écrouler. Hein, du fait des composants naturels s'écroulent. Donc, la société prions tout simplement pour que ces 120 milliards ou ces 130 milliards soient quand même produisent un effet positif qui est le pont et sa beauté telle que nous le voyons là. Très bien. Pour une fois qu'elle est contente de moi. Très bien, très bien. Mais Monsieur Yimkwa, au-delà des populations, vous avez dit tout à l'heure, qui n'ont pas été bien dédommagées dans cette affaire. Non, quelle affaire? Dans l'installation du pont, vous parliez de l'impact écologique tout à l'heure. On ne peut pas parler des populations, c'est la première pierre. Oui. Il faut maintenant attendre le jour où le chantier sera lancé. Le jour où on va commencer à construire, parce qu'on n'a pas encore construit. Hein. On a posé la pierre. La première pierre. Oui. Mais qu'est-ce que généralement ça pose, un pont? C'est quand même qu'on traverse, ça va traverser le fleuve et au niveau de la faune halieutique, si j'utilise le bon terme. Ah, vous parlez des impacts écologiques? Des impacts écologiques. Mais bien sûr, ça ne peut pas manquer. Voyez-vous, tout à l'heure, vous avez parlé de communauté. Vous voulez demander si le pont, c'est une affaire de communauté. Non, il faut dire la vérité. Le Vouri appartient d'abord à la communauté Sawa. Et comme je l'ai dit ailleurs, le fleuve Vouri est un habitat naturel. Dedans, il y a du poisson, il y a des crocodiles, mais il y a aussi des ancêtres Sawa. Et lorsque vous lisez très bien et vous pensez la loi, qu'ils y sont. Bien sûr, pourquoi pas. Et lorsque vous pensez, vous pendant que le Ngondo envoie, les gens plongent, ils ressortent avec le... Nous sommes africains. Oui, il faut y croire. Nous sommes bantous. Laissez-moi... Allez-y, monsieur Yimkwa. Je voulais dire que lorsque vous regardez, si vous lisez la loi cadre sur la gestion relative à l'environnement, sur les 6 principes fondamentaux, il y a un principe, le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le rationalisme de la science ne peut pas nous éclairer, on fait appel à la culture, aux cultures locales. C'est pour cela que même le chef d'État l'a si bien remarqué dans son discours lorsqu'il a vu les chefs Sawa venir parader. Avec ce banc-là, voilà. Donc, pour vous dire qu'on ne peut pas construire ce pont sans faire allusion à la culture Sawa. C'est d'abord qui sont, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, sur les impacts écologiques, ça ne peut pas manquer. Je suis d'accord. Ça ne peut pas manquer parce qu'il y aura le ciment, c'est des produits chimiques. Il y aura les gros engins avec tout ce qu'il y a comme déversement des hydrocarbures et épandage. Destruction même de la microflore, de la microfaune. Il y aura des émissions de fumée. Bref, c'est pour cela que nous attendons jusqu'à présent le rapport d'étude d'impact parce qu'on ne l'a pas encore eu. Donc, il ne faut pas aller vite en besogne. Nous attendons en tant qu'acteurs de la société civile, nous attendons le rapport concernant... Vous êtes en train de nous dire clairement qu'on a établi un budget de 128 milliards sans qu'il y ait toutes ces études-là. Donc ça n'inquiète pas. Non, il y aura. Moi, nous avons dit que nous aurions souhaité qu'avant cela, que les consultations publiques puissent organisées. Mais je pense qu'avant de lancer... peut-être qu'elles ont eu lieu et que tu n'es pas au courant. Non, les consultations publiques sont publiques. Exactement. Et après ça, il y a les audiences publiques. L'objectif des audiences publiques, c'est faire la publicité du projet. Mais pour ce qui est, mais s'il vous plaît, pour ce qui est de l'étude, parce que le budget, l'étude est consommée dedans. Bien sûr. Parce que peut-être ce n'est pas même l'apport de la première pierre, il faut le dire à vos téléspectateurs, que l'apport de la première pierre, c'est le maître d'œuvre qui finance. Voilà, ça fait partie de ce budget-là. Et je voudrais tout simplement recadrer les choses pour dire que pour ces études-là, ces études ont déjà été menées, parce que sans études, on ne peut pas définir le budget. Et je crois que dans cette étude, pour ma part, on a tenu compte de ces différents éléments. Je n'en disconviens pas. Notre problème, c'est que nous n'avons pas le rapport. Non, lui, il parle de l'impact écologique. Non, on parle de l'étude. L'étude d'impact environnemental. Ça ne peut pas être construction d'un barrage, d'un pont. Oui, il y a tout ça là. Il n'y a que dans les domaines
assez écologiques tels que le photovoltaïque. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on ne demande pas des études d'impact. Même quand vous faites des éoliennes dans des parcs, on demande des études d'impact. Parce que vous détruisez quand même la flore. Même la nature. Voire même la nature. Et avec des pales qui tournent, vous créez un autre paysage. Donc, notre problème en tant qu'acteur de la société civile, nous attendons le rapport. Et je suis convaincu, vous allez voir. Pas que le rapport, les consultations publiques seront organisées. Parce qu'on nous suit. Les rapports, les consultations publiques et même les audiences publiques. Parce que les audiences sont différentes des consultations. Pendant les consultations, on prend les avis des parties prenantes. Et les audiences permettent maintenant de faire la publicité du projet, de telle sorte que même le Camerounais de la diaspora peuvent intervenir. Parce qu'il y a des impacts qui peuvent échapper à tout le monde. Et c'est peut-être quelqu'un qui vit aux États-Unis qui dit que bon voilà, quelque chose qu'on a oublié. Mais une chose est sûre, nous saluons l'arrivée de ce pont. Et je vais vous dire, vous avez très bien suivi le discours du président de la République. Il était au-dessus des partis politiques. Il n'a même pas fait allusion aux dernières élections couplées aux législatives. Donc il s'est placé là comme le chef d'État. Il y a une question que je me tourne, qu'on n'est pas encore soulevé sur ce plateau. Très bien. Il y a une question que je me tourne qu'on n'est pas encore soulevée sur ce plateau. L'émission n'est pas encore à sa fin. Oui, mais non, allez-y. Permettez-nous d'entrer. Nous sommes là pour éclairer l'ensemble des téléspectateurs. Qu'on mentionne, c'est-à-dire que c'est 120 milliards. Je suis sûr que mon ami Kelbey ici, il ne sera pas très content de moi, même nous sommes dans un débat, il va bien falloir quand même la poser. Quand je disais, quand vous faites poser la question de savoir pour le rond-point, l'économie qui a été freinée, et on a parlé de la sécurité de l'État, que c'était nécessaire. Oui. Je dis, il y avait la question qui se pose, qui n'a pas été posée. Était-il nécessaire? Parce que pour le truc à gaz, qu'il soit allé là-bas, c'est pour l'ouverture, l'opérationnalisation de cette structure. Ici, c'était la pose de la première pierre, c'est-à-dire le début, le démarrage des travaux. Si on reste dans la logique intellectuelle de mon ami Kelbey et moi, selon que l'aspect naturel aussi peut causer des dégâts plus loin et ne pas avoir mal livré ce pont, était-il nécessaire que le chef de l'État, en personne, parce que j'entends par chef de l'État, l'État, quand un chef de l'État se déplace, c'est l'État qui entier qui se déplace. Était-il nécessaire que ce soit le chef de l'État, en personne, qui se déplace pour venir poser cette première pierre? Moi, je parle que comme ça, parce que vous êtes des habitués. Quelle est la différence que vous accordez entre ce pont et le port en eau profonde de Kribi? Quelle est la différence? Ou encore le barrage. Ou le barrage de Lopanga. Oui, je dis, n'est-ce pas? Quelle est la différence? C'est des grands ouvrages de la République qui entrent dans le programme politique. Des grandes réalisations. Disons le programme politique. Pour la route vers l'émergence. Calqué sur le DSE, de comment ça dit pour la. On a besoin des infrastructures. Mais monsieur Kelbey, donc si le chef de l'État est allé pour la pose à première pierre du port en eau profonde de Kribi, pour la pose à première pierre du barrage de Lopanga, il est tout à fait normal qu'il s'inscrive dans une succession de poses de première pierre pour donner une impulsion. Mais je ne suis pas contre tout ce que vous dites. Vous dites que c'est nécessaire qu'il se déplace lui-même parce que, écoutez, nous sommes dans un pays où des gens... Vous aurez souhaité que qui d'autre se déplace? Vous posez la question? Oui, il est le seul. Je réponds. Oui. Je dis que si j'avais même été, enfin, je ne suis pas chef d'État, mais si j'avais été chef d'État, l'État n'est pas un ministre. Non. Attends, écoutez, c'est mon opinion, moi. J'ai le droit. Allez-y. Politique. J'ai le droit à l'opinion. Allez-y. Vous ne voulez pas? Il a été élu sur un programme. Monsieur Yimkoua, est-ce que je peux parler? Il partait de Marois. Monsieur Yimkoua, j'ai bénéficié d'un droit dans ce Allez-y. D'accord. Si vous aviez. Je dis ceci, écoutez-moi, je suis un homme politique, je me soucie des Camerounais, je les aime. Et quand vous lirez un jour le statut de l'UMPC, vous verrez que notre but premier est de protéger la population. On en souffre, tout à l'heure quand on était dans les vestiaires, il était avec moi en disant qu'il y a des problèmes de route dans les quartiers. On n'a pas accès à nos lieux de travail. On n'a pas accès à une bonne eau potable. On n'a pas accès à la NIVA qui peut se soulager lorsqu'on a un problème. Voilà un pays qui a des problèmes d'argent, des problèmes économiques. Et vous trouvez nécessaire, chaque fois qu'un pays doit se déplacer, je vous dis c'est l'État qui se déplace. Le dispositif de sécurité coûte cher, y compris même l'argent qu'on va dépenser. Est-ce qu'il est nécessaire qu'il se déplace chaque fois alors qu'on a de tels problèmes
Mais en 30 ans, il nous a été dit qu'il est venu ici 6 fois. Ça fait une fois en 5 ans. Quand il ne vient pas, on se plaint. Il vient maintenant, vous vous plaignez. S'il ne vient pas, on va rester. Monsieur Kelbel, il dit, vous savez que c'est vrai. On ne peut envoyer monsieur Kelbel, l'ingénieur. Monsieur Abo, on va rester. On n'empêchait pas aux Camerounais de circuler. Non, monsieur Abo, on va rester ordonné sur ce plateau. Oui, nous avons commencé. On n'a plus beaucoup de temps. Juste rester ordonné les prises de parole. Je voudrais tout simplement à monsieur Abo dire une chose importante pour vous permettre de revenir sur vos propos. Parce que le chef de l'État, en dehors du fait que ce soit le chef de l'État qui vienne pour cette pose de première pierre, est-ce que vous ne voyez pas derrière cela les exigences des partenaires qui sont dans le financement de ce pont? Parce que si la France est dans ce financement, elle peut demander que le chef de l'État, de manière symbolique, ne serait-ce que pour cette symbolique, comme une caution. C'est une caution morale, physique et tout. C'est une caution. Pourquoi est-ce que vous et moi, on ne se comprend pas? Non, vous ne voulez pas. J'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas. J'ai posé une question. Est-il nécessaire? Est-ce que je peux parler? Justement, on vous relance avec la question. On va faire un dernier. Si c'est cette caution, que vous savez maîtriser quelque chose que moi je ne connais pas, je vais m'informer. Moi, je veux m'informer juste. Est-il nécessaire qu'il se déplace? Vous allez parler. Si vous êtes dans sa ligne protocolaire, peut-être que c'est une caution exigée par les pays qui ont fédéré pour que ce marché se mette en place. Et bien, dans ça, je marche. Mais est-il nécessaire qu'il se déplace, étant donné le coût que cela engage dans un pays comme le nôtre qui est économiquement... Je crois, monsieur... Voilà. Bon, je peux apporter quelques réponses. Oui, un dernier tour de table, parce que... Le président de la République jouit, comment dirais-je, d'une légitimité populaire. Que la Constitution... Et que la Constitution lui confère. Il part de Marois en 2011 pour Douala, pour la campagne présidentielle. Il a promis, il a fait des promesses électorales, parmi lesquelles il parle des grandes réalisations, des projets structurants. Lorsqu'il vient aujourd'hui pour le pont, il rentre dans ses engagements, il doit respecter ses engagements. C'est lui, il ne doit pas envoyer un ministre qui ne jouit pas d'une légitimité populaire, qui bénéficie juste d'une légitimité décrétale. Le président de la République jouit d'une légitimité populaire. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'il arrive, il y a une relation fusionnelle avec son peuple. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure que le maître d'ouvrage, qui est le ministre des Travaux, devait tout faire pour organiser les consultations publiques dans toutes les mairies, pour que cela soit une fête populaire. Parce que c'est quelqu'un qui jouit d'une légitimité populaire qui vient. Il ne faut pas oublier cela, monsieur. Il est accompagné par des partenaires. Comme il a si bien dit, sa présence est une caution morale. Une preuve que cet argent, parce qu'il faut savoir que... Je vais y veiller. Je vais y veiller. C'est l'agent français de développement dans le cadre du C2D. Très bien. Il ne faut pas ignorer cela. Il ne faut pas perdre cela de vue. Il vous dit d'ailleurs merci parce qu'il ne demandait qu'une bonne explication sur la question. Cette émission tire sa fin. On va tenter une fois de plus de repartir du côté de d'Orpassi où le président de la République inaugure à ce moment la centrale gazière avec Edmond Fautier et Apollinaire Fosso. S'ils sont parlés, on fait un dernier tour de table en attendant d'avoir d'Orpassi. Messieurs Henri Sèche, Henri Kebbe, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite qui, tout au moins, permet de comprendre, pour ceux qui veulent bien, en tout cas, que Paul Biya est vraiment lancé dans ces grands chantiers, ces grandes réalisations? Une visite qui ne nous fait que du bien. C'est une visite qui est riche de symbolique. C'est une visite, n'est-ce pas, qui vient une fois de plus, moi personnellement, me rassurer que depuis un certain temps, le chef de l'État est en train de prendre le taureau par les cornes. Il a fait un discours lors du congrès extraordinaire, je crois, du renouvellement des organes de base à Yaoundé, les organes du parti, qu'il était temps que les choses bougent, que les lignes bougent. Et que chaque pont, chaque route mène le Cameroun vers l'émergence. Au-delà de les mener vers l'émergence, oui, il a dit, mais qu'il fallait que les gens qu'il désigne pour l'exécution de ce type de travaux fassent désormais attention. D'accord. Voilà. Très bien. Et là, lui-même, il vient vous dire que je suis venu et vous devez suivre mes exemples. Je vais y veiller. Je vais y veiller. Ceux qui ne le feront pas, vous rendrez gorge.
Comme la plupart des Camerounais qui sont placés en haut lieu. Le grand vainqueur dans ces chantiers, Didier Imkwa, c'est peut-être pas l'écologie, mais quand même que le développement est en marche. Ben, c'est le Cameroun. Comme l'a si bien dit le président Biya, l'œil à l'action. Je crois que passer 48 à Douala, c'est tout un symbole. Le président Biya n'a pas cette habitude-là. Il vient, il repart. Il a fait 48, c'est tout un symbole. Et puis le site gazier de Dompassi aujourd'hui, pour moi, c'est la réalisation qui est une réussite. Parce que c'est vrai qu'il l'a inauguré officiellement, mais plus de 60% d'industrie au Cameroun, à Douala, utilisent le gaz de Rodéo. C'est pour ça que je dis que cette réalisation est une réussite. Il faudrait maintenant que ce qu'il va laisser ici, je parle du délégué de la communauté urbaine, parce qu'il a pris aussi des engagements devant le président de la République, que la pénétrante Est-Ouest seront réalisées le plus tôt possible. Le boulevard de la République. Donc, c'est des engagements qu'il a pris devant le chef d'État et il sera comptable d'ici peu parce qu'il a pris des engagements devant le chef de l'État et devant la République. Merci pour l'invitation. Alors, Honoré Abo, toujours pas très d'accord. Peut-être qu'il n'était pas indispensable que le président vienne, mais quand même, un deuxième pont, ça ne fait du mal à personne, encore moins la centrale gazière ou la Dangote Simon, tous ces chantiers qui ont été visités par le président de la République pour dire attention, je suis debout et il faut que l'économie soit avec moi. Non, je suis tout à fait d'accord pour que l'économie se développe dans mon pays. Mon pays a beaucoup de Camerounais souffrent. Donc si on peut se développer de cette façon, ça va tuer le chômage. Je suis pour que les Camerounais puissent avoir de quoi manger, avoir leur gagne-pain. Qu'il soit venu ou pas, qu'il soit descendu lui-même ou que quelqu'un d'autre soit venu à sa place, ne change en rien l'idée que j'ai de ce que le pont là, c'est une avancée et que cette structure de gaz ne va pas faire en sorte que nos épouses puissent avoir le gaz quand elles en ont besoin et pour que nos enfants puissent avoir de quoi manger à temps. Mais je peux profiter de cette occasion encore pour dire à mes deux frères que ce n'est qu'un débat, on va voir tout simplement. On va le dire, ce n'est qu'un débat, un débat constructif sur la marque citoyenne. On va tenter une nouvelle fois d'avoir Edmond Foutué. Albert. Edmond, on fait des gestes pour me dire que Edmond n'est pas en ligne, mais la diffusion se serait battue pour qu'on ait une fois de plus Edmond. Mais dans les prospects de la voie Jade, il vaut peut-être mieux qu'on conclue ce débat et je vous laisse la responsabilité. Justement, on ne va pas conclure. Juste avant de remercier les téléspectateurs à la maison qui nous ont suivis, on va remercier le président directeur général de la chaîne Visio TV, Éric Bounier, et son directeur général, mon propre collaborateur, M. Dany Kamgan, qui ont permis que ce programme ait lieu pour accompagner à notre manière cette route ou ce chemin vers l'émergence. On va remercier nos invités qui sont venus nous accompagner sur ce plateau. Je vais commencer par M. Imkwa, le militant écologiste. Merci d'être passé par ici. Merci, c'était un plaisir. M. Kelbé, l'ingénieur, et on va dire que Visio TV, la marque citoyenne, aura toujours besoin de vos services pour éclairer davantage ses téléspectateurs. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie et je suis disponible. Et enfin, président, tout seigneur, tout honneur, c'est vous qui allez donner le dernier merci. Monsieur Honoré Abo, président de l'UMPC, Union pour un Cameroun, l'Union pour un mouvement patriotique du Cameroun. J'y arrive. Exact. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être passé sur le plateau de Visio TV. Et la prochaine fois, je serai tous les vôtres. Merci à vous tous qui nous avez suivis une fois de plus et disons tout simplement que c'était une édition spéciale comme vous aurez dorénavant consacrée à la visite du chef de l'État, à sa présence dans le littoral camerounais, notamment à Douala, pour la pose de la première pierre et ensuite pour cette ouverture solennelle de cette usine à gaz, d'exploitation à gaz gérée par la Rodéo Company. Merci de nous avoir suivis et restez pour la suite des programmes sur Visio TV. Merci.